Alors, pour clôturer ce cycle de conférences du matin qui a fait l'état des connaissances scientifiques en agriculture biologique, nous allons passer de la connaissance à la mise en application sur le terrain avec notre témoin du jour, Caroline Lebris, de l'association Biocentre, et qui va donc évoquer la démarche de diagnostic des émissions de gaz à effet de serre en maraîchage bio pour accompagner la transition. Merci. Bonjour. Moi, je suis chargée de mission biodiversité, carbone et expérimentation en maraîchage, 3 casquettes, au sein de l'association Biocentre. Donc, on est basé en région Centre-Val de Loire et on est une interpro qui regroupe également l'amont. Donc, on est à la fois affilié au réseau FNABL, donc la Fédération nationale des agriculteurs biologiques. On a 6 groupements départementaux et on réunit aussi les autres membres de la filière de l'aval, des transformateurs, des distributeurs, etc. Voilà, ce qui fait un petit peu le caractère atypique de notre association par rapport aux autres réseaux au niveau national. Je vais vous parler de la prise en compte de la thématique climat au sein du réseau bio, à la fois au niveau national, en reprenant un petit peu ce qu'anime ma collègue Johanna Manteau, qui est chargée de mission climat à la FNAB, et comment nous, on l'a pris en compte en région Centre-Val de Loire. Donc que ça soit au niveau national ou régional, cette thématique climat au sein du réseau, on s'y intéresse pour 2 enjeux. On a pas mal parlé d'atténuation avant. Je cible juste le fait que, et certes, on va s'intéresser là à parler d'atténuation des pratiques, mais on est obligé d'avoir une bonne partie de notre travail aussi pour aider les agriculteurs à s'adapter aux changements et aux aléas climatiques. Parce qu'on manque de connaissances sur ce sujet-là, autant qu'on peut manquer de données objectives sur l'empreinte carbone des fermes en bio. Donc face à ces 2 enjeux, l'accès à l'information, c'était vraiment la clé. 2 types d'objectifs. Donc travailler sur l'adaptation avec une mutualisation des expérimentations pour essayer de limiter la vulnérabilité des fermes face au dérèglement climatique. Et deuxièmement, sur les aspects d'atténuation, essayer de produire des données objectives au sein des réseaux bio sur les fermes biologiques et pouvoir apporter des informations sur l'impact de leurs pratiques à chaque ferme. Alors, il y a un groupe technique qui a été créé. Je suis décalée ? Non ? Okay. Donc, il y a un groupe technique qui a été créé au niveau national. Donc coordonné par la FNAB, avec plusieurs structures régionales et départementales, un conseil technique de Soladro, avec des financements divers et variés, pour travailler du coup sur l'acquisition de références sur cette thématique de l'acquisition de références et donc de l'utilisation de diagnostics carbone sur les fermes en bio. On s'est rapidement rendu compte qu'on allait avoir besoin de travailler avec un nouvel outil. C'est pour ça qu'il y a eu un travail avec Solagro pour adapter un outil qu'ils avaient déjà, ACT, à des fermes en bio, d'où la création d'un outil qui s'appelle ACT FNAB, adapté à la bio, qu'on peut utiliser à la fois à l'échelle individuelle, sur une ferme, donc à l'échelle d'une ferme. L'objectif, c'est aussi de pouvoir l'utiliser à l'échelle de petits collectifs d'une même production pour pouvoir comparer, mutualiser les informations et réfléchir ensemble à l'évolution des pratiques. Et cet outil-là permet aussi d'avoir une base de données nationale puisque toutes les données remontent au niveau de la FNAB et pourront être analysées au niveau national. Le travail sur cet outil, il a commencé en 2021. Au début, comme vous avez pu le dire tout à l'heure, ils ont évalué les diagnostics existants et leur intérêt pour évaluer les fermes en bio. Donc, comme je disais, ils se sont rendus compte qu'on allait avoir besoin d'adapter, qu'ils préféraient, adapter un nouvel outil. On a notamment travaillé par rapport aux outils existants sur l'intégration de l'impact de mélange de cultures
dans les diagnostics qui n'existaient pas forcément. L'intégration des amendements organiques, savoir comment justement on pouvait essayer de leur mettre des facteurs d'émission à leur fabrication ou à leur épandage. Et plus spécifiquement, l'objectif, c'est que ça soit un outil qui serve à différents ateliers, qui soit valable pour toutes les filières. Donc c'est un petit peu la spécificité de l'outil ActFNAB, c'est qu'on peut l'utiliser pour tous. On n'y est pas encore pour les plantes aromatiques et médicinales ou l'apiculture, mais en tout cas pour les filières les plus répandues, on a essayé d'avoir un outil qui soit utilisable sur des fermes en grande culture, en polyculture élevage, en maraîchage, et du coup sur des fermes avec cette multiplicité d'ateliers. Parce que c'est la spécificité de la bio, c'est qu'on a souvent des fermes qui ont plusieurs ateliers, donc de pouvoir avoir un diagnostic sur une ferme, sur l'ensemble de ces ateliers. Du coup, on a travaillé sur le maraîchage. Il n'existait pas au début d'outils. Je crois que le CTIFL, maintenant, on a sorti un. Mais du coup, c'est là qu'on s'est heurté à essayer d'intégrer des intrants spécifiques au maraîchage, des plastiques, des cartons, la tourbe utilisée pour faire les plants, et l'ajout d'une diversité de cultures qu'on ne trouverait pas dans les outils existants. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est testé depuis 2022 sur différentes fermes, et en 2024, il y a une version, alors pas définitive, mais utilisable par tous, qui évoluera plus tard, et une base de données nationale. Donc, comme je le disais, le plus gros avantage de cet outil-là pour nous, et ce pourquoi le réseau a travaillé à sa création, c'est le fait qu'il est adapté à plusieurs filières et il est multiproduction. On rentre dans ce diagnostic carbone, son périmètre, c'est tout ce qui est produit sur la ferme, les pratiques faites sur la ferme, mais aussi tout ce qui est importé ou consommé sur la ferme. Il fait une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, et on parle aussi des pratiques qui peuvent favoriser le stockage. Solagro a choisi, en accord avec le groupe de travail, de ne pas travailler sur un bilan net, estimant que les connaissances sur les chiffres liés à l'impact des pratiques sur le stockage dans les sols étaient moins fiables ou évoluaient plus que les évaluations qu'on pouvait faire des émissions. Donc on parle des deux, mais on ne fait pas de bilan net à la fin la plupart du temps. L'intérêt, bon, aussi pour nos structures du réseau bio, c'est que c'est un outil qui est disponible, soumis à une formation, et que l'objectif, c'est que les données remontent à une base de données nationale. J'explicite un petit peu plus avant de vous montrer des premiers résultats, ce qu'on va mesurer du coup sur la ferme. C'est à la fois les émissions directes, qui sont liées aux énergies fossiles, enfin au fuel, au gasoil, les fermentations entériques des animaux, les émissions liées au sol de N2O. On rajoute à ça les gaz fluorés issus des groupes froids. À savoir que c'est peut-être des quantités infimes, mais le pouvoir réchauffant de ces gaz-là est tellement énorme que dans certains diagnostics, c'est un facteur très important des émissions totales sur la ferme. Et après, les émissions indirectes liées à la fabrication et au transport de ce qui est consommé sur la ferme. Comme je vous le disais, on prend aussi en compte les pratiques qui permettent d'augmenter le stockage additionnel dans les sols ou dans la végétation, surtout pour travailler sur un plan d'action avec les producteurs. Donc la mise en place d'éléments semi-naturels, de couverts, etc. Et puis travailler sur les pourcentages de prairies longue durée ou permanentes. Ce diagnostic ActFNAB, voilà à peu près les chiffres de nombre de diagnostics qu'on devrait avoir en fin d'année. Voilà, c'est un tout nouvel outil, avec pour objectif que ça s'amplifie après. Et nous, en région Centre, en fait, on avait monté un projet financé par l'ADEME exprès pour pouvoir le démultiplier. Alors, on est la région qui a le plus de diagnostics ActFNAB, mais il faut savoir que dans les autres régions, ils avaient déjà fait des diagnostics avec d'autres outils. Ils étaient plus en avance que nous. Voilà.
Au niveau régional, donc, on a mis en place un projet, parce que sur le terrain, on avait des questions sur l'impact des pratiques, remontaient des agriculteurs, des questions sur l'impact de leurs pratiques, notamment parce qu'en grande culture, on les accusait de faire beaucoup d'émissions à cause de leur consommation de fuel. Il y avait aussi des questionnements par rapport au crédit carbone, puisqu'ils sont sollicités par diverses entreprises, coopératives, pour venir faire des diagnostics, et parce qu'on leur ils se posaient la question de savoir s'ils devaient y aller ou pas. Certains diagnostics montrent qu'ils avaient du mal à financer les fermes en bio, alors que d'autres fermes conventionnelles arrivaient à se faire financer via ce biais-là. Donc ça, c'était un autre aspect de notre questionnement en région. On avait du mal à diagnostiquer des fermes avec plusieurs ateliers, parce qu'on a pas mal de fermes qui avaient été diagnostiquées avec CAP2ER, mais ça restait limitant pour d'autres, ou même au sein d'une ferme quand elle avait plusieurs ateliers. Et on avait un besoin qui remontait des maraîchers. Alors même si ça représente des petites surfaces, nous, au sein de notre réseau, c'est beaucoup d'adhérents, et toujours très intéressés pour suivre l'impact de leur pratique. Donc on a monté un projet pour acquérir des données sur ces fermes-là, essayer de constituer des références par production et de travailler ensemble pour voir s'il y avait des pistes d'amélioration, ou déjà mettre en avant ce qui était fait de bien, et voir si réellement, d'un point de vue agronomique et économique, on pouvait aller plus loin ou pas. Voilà. Donc on a un objectif d'avoir d'ici fin août 50 diagnostics de prévus, on en a un peu plus d'une quarantaine de faits sur un panel assez varié de production, dont des fermes mixtes. Et là, c'est les tout prémices résultats, mais je vais vous présenter juste les premiers résultats des diagnostics qu'on a fait en maraîchage, juste pour vous illustrer ce à quoi on pense que ça va nous servir derrière. Ah oui, vous voyez pas bien la différence de couleur. Donc je précise, ce sont vraiment les premiers résultats, illustrations. Il reste encore des biais que je vais vous présenter. C'est uniquement, alors là c'était sur 8 fermes parce qu'on ne l'a pas réactualisé depuis les derniers. C'est surtout pour expliciter ce qu'on peut faire à l'issue de ce type de diagnostic. Donc là vous avez les résultats des émissions annuelles de gaz à effet de serre sur des fermes en maraîchage rapportées à un équivalent CO2 par an et par hectare, pour différents types, tous les types de pratiques ou d'intrants. On peut, vous voyez d'abord à droite, c'est là que je me disais que le pointeur allait me servir. Ouais. Tout ce qui est émissions directes liées aux énergies, donc la consommation de fuel dans les tracteurs ou motoculteurs, chez nous, à l'échelle du maraîchage, parfois. Le gasoil et l'essence, surtout pour les camions de livraison ou pour aller au marché, etc. Et autre énergie pour chauffer. Ensuite, vous avez tout ce qui est émissions indirectes liées aux intrants, l'électricité, le transport de l'électricité. Alors, engrais et fertilisants. Ah oui, la petite astérix, elle a bougé. Normalement, elle est là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on change. Pour l'instant, les engrais et les amendements qu'on utilise en maraîchage par chez nous n'ont pas tous un facteur d'émission en face dans le diagnostic. Donc là, vous voyez que c'est un facteur d'émission faible. On sait certainement que ça ne sera pas le cas. On sait qu'on rajoute... alors, le fumier, là, est compté, le compost de déchets verts aussi, mais on a pas mal de maraîchers qui utilisent des bouchons organiques, déshydratés, etc. Donc voilà, faut pas, ça sera certainement plus élevé. Les semences et les plants, tout ce qui est plastique et emballage, et le matériel agricole. Ensuite, on a ce qui est lié aux émissions des sols agricoles, liées à l'épandage des matières organiques et aux résidus de culture. Et après, ce qui est lié au gaz fluoré et aux chambres froides. Donc là, le premier constat, alors même s'il y a une grande variabilité dans notre moyenne, parce qu'il faut savoir que toutes nos fermes en maraîchage n'ont pas de groupe froid, déjà, et que en fait, les émissions liées au gaz fluoré dépendent beaucoup de l'âge des groupes froids. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est un gros facteur d'émissions sur les fermes, et
pour le coup, là, un levier qu'on pourra peut-être mobiliser. En tout cas, voir s'il y a des possibilités de changer les types de gaz. C'est aussi lié à une dépense énergétique et donc un coût pour les maraîchers. Donc pour le coup, ils vont sûrement être amenés à un moment donné à changer leur groupe froid et ça pourra permettre d'améliorer le type de gaz utilisé, parce que les gaz plus récents sont moins émetteurs. Donc 2 dB, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on peut voir on se posait la question de l'impact des plastiques en maraîchage, parce qu'on les utilise pour faire du paillage en tant que voile sur les serres. On pensait que ça serait plus élevé que ça. Au final, ça l'est pas. Sur les semences et les plants, je pense que c'est des résultats qui vont un peu évoluer, mais on a réussi à inclure du coup l'utilisation de tourbe là-dedans. Et voilà, vous voyez après ce qui est lié au fioul et au gasoil, avec une grosse variabilité sur le gasoil et l'essence, suivant les fermes qui font de la livraison, qui vont loin pour les marchés ou non. Donc à partir de ça, déjà l'objectif c'était d'évaluer les pratiques les unes par rapport aux autres. Sur une ferme et d'un point de vue de groupe, voilà, un maraîcher qui me disait il faut que je commence par éliminer le paillage plastique ou par arrêter la tourbe. Voilà, donc l'idée c'était d'acquérir des références pour leur dire bon, soit ton impact est tellement minime que te prends pas la tête, pardon. Soit voilà, s'il y a des évolutions qu'on peut faire, lesquelles prioriser. Donc les prochaines étapes, c'est d'essayer par production d'analyser avec les producteurs ces résultats-là, quand ils seront un petit peu plus fiabilisés. D'identifier les points forts et de communiquer là-dessus, d'identifier aussi les leviers qu'on peut mobiliser, qui sont logiques sur une ferme d'un point de vue agronomique, d'un point de vue économique, et de mettre des limites aussi sur les leviers qu'on aura peut-être du mal à mobiliser, en tout cas étant donné l'état économique des fermes actuellement, et de voir comment ça pourrait évoluer. Par la suite, on souhaite quand même continuer à acquérir plus de références, plus que nos moyennes sur 8 fermes. Travailler sur des témoignages pour les agriculteurs qui ont pu mettre en place des leviers, parce que là c'est un exemple du maraîchage, mais aussi pour les éleveurs et les céréaliers. On sait qu'on va devoir travailler sur l'explicitation des démarches autour de cette thématique des diagnostics carbone. En lien avec les questions sur les crédits carbone, ce qui peut commencer à se dire dans les cahiers des charges aussi de certaines filières. Donc ces références-là, elles vont aussi nous servir à aller discuter ça. Et on fait attention, alors même si la présentation d'avant disait que le changement climatique c'est la priorité, on fait attention à dire qu'il n'y a quand même pas que le carbone dans la vie, qu'il faut aussi regarder les autres externalités positives de l'agriculteur bio et faire attention dans les évolutions qu'on peut proposer pour diminuer le carbone à ne pas atteindre d'autres facteurs comme la biodiversité, la qualité de l'eau, etc. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. Oui, moi j'avais une question, vous l'avez commenté un petit peu, sur le poste semences et plants, qui est particulièrement impactant sur le bilan carbone global. Vous avez parlé de tourbe, alors c'est peut-être des spécificités locales. Est-ce que vous pourriez nous expliciter voilà, ce score-là sur les plants et semences ? Merci. Donc là, donc si on achète de la semence comme en grande culture, c'est juste sous forme de semence, mais les maraîchers achètent les deux. Il y a les deux. Soit ils achètent les semences et ils font leur plan. Donc ils achètent des substrats, du terreau. Terreau qui est composé en grande majorité de tourbe pour le terreau classique. Soit ils achètent directement les plants. Et c'est vrai que la question était déjà comment intégrer l'utilisation de terreau et de la tourbe qui est en fait, enfin sortir de la tourbe d'une tourbière qui est déjà émetteur en soi. Donc voilà, pouvoir rentrer des facteurs d'émission de ce fait-là, c'est un peu votre question. Et après on se demandait s'il y avait une différence entre acheter ces plants
et les fers sur place. Et là, il faut encore qu'on travaille sur des typologies de fer, mais je ne sais pas si avec l'outil qu'on a là, on arrivera à avoir cette réponse-là. On verra, parce qu'on a des maraîchers qui commencent à travailler avec des substrats avec moins de tourbe, voire des substrats sans tourbe pour certains légumes. Donc c'est ça qu'on va essayer de regarder. Une deuxième question. Si jamais je précise que nos intervenants sont à votre disposition tout au long du séminaire, donc n'hésitez pas à leur poser des questions pendant les pauses également, histoire que nous puissions tenir nos délais. Merci. Merci pour la présentation, Benoît Lémon, Bioland. Je me demandais si l'impact carboné de la main-d'œuvre a été calculé ici. Je sais que dans certains endroits, on fait venir de la main-d'œuvre de loin pour ramasser. Alors, dans l'outil, ce n'est pas le cas. Après, dans le cahier des charges du nouveau label bio, il n'y a plus de main-d'œuvre qui vient de loin. Du label bio tout court, je ne suis pas sûre. Mais oui, c'est une question qui se pose, en tout cas, c'est pour vous dire, s'il y a une question qui se pose dans le réseau bio, de l'impact, alors, ouais, sur les gaz à effet de serre, mais aussi social, de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère. Mais là, ce n'est pas pris en compte, en tout cas, sur l'aspect carbone.